Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... On se retrouve pour l'épisode 13 de Dragon Quest Dai no Daiboken. On est content parce que c'est la semaine où il y a le retour des animés qui ne s'était pas arrêté d'ailleurs, mais c'est-à-dire que pour nous qui étions en pause de 1 jour et demi pour Noël, ça va, on a le droit. Voilà, on a le droit d'avoir un petit week-end quand même avec Jujutsu Kaisen. Même si on fait pas les reviews sur la chaîne, on vous en a déjà parlé, c'est super. Donc allez voir la vidéo qui vous recommande la série. Et Dragon Quest qui est là. La quête du dragon. Ah ouais, la quête du dragon, la quête de Dai, la quête de Dai. Ouais, Alors, on va parler du coup histoire, hein, vous savez. Ensuite, on parlera de la bande son, de l'animation, de la réalisation et des changements et de la conclusion. Histoire donc scénario toujours de Katsuki Sumisawa qui signe son troisième épisode si j'ai bien compté depuis le début et qui aboutit du coup avec la fin de ce petit arc, on va dire ça comme ça. Et on a un épisode du coup dont tu vas nous narrer le beau synopsis. Alors, le résumé de l'histoire est assez bref, mais voilà, le résumé est ainsi fait, c'est que le corps du coup... Le corps du Christ. Le corps du Christ, on peut. C'était la messe, hein. Si on veut, il y a une croix, ce qu'on veut. Non, très sérieusement, donc le corps de Yunkel a résisté à l'attaque Raiden. Voilà, en France, vous l'avez sous la dénomination de Super Foudre. Et Dai, qui est à bout de force, perd conscience après avoir été, lui, frappé par le Bloody Scrape de Yunkel. Et de fil en aiguille, il va se dérouler des flashbacks, il va se dérouler un changement d'état pour Yunkel, mais aussi un changement d'état pour Dai, et du coup un changement d'état pour l'histoire. Voilà, je pense que... En termes de correspondance, on a donc un épisode qui couvre les chapitres 44 à 47 au complet, donc jusqu'à la fin du 47, le chapitre 47 qui se termine d'ailleurs par un gros fuck, un gros wad, un gros doigt d'honneur comme ça de la part de Flézard. Il n'a pas fait dans l'anime. Moi j'ai pas vu de feu. Il a pas fait, on en parlera de toute façon dans la partie changement. Et niveau épisode, ça couvrait 2 épisodes, comme à l'accoutumée de l'ancienne série, ça couvrait les épisodes 25 et 26 de l'histoire. On va passer à la bande son, si tu le veux bien. Alors, c'est la toute première fois, je pense, depuis le tout début de Dragon Quest Dai no Daiboken version 2020, que niveau musical, je suis plutôt satisfait. J'ai retenu 2 thèmes, notamment en tout début d'épisode, au moment où Yunkel prend la décision d'attaquer, et au moment où Dai commence à enflammer son épée. Et je me suis dit, oula, franchement stylé. Bah écoute, on est hyper d'accord. Ah ouais. J'étais en mode comme ça, je fais putain, elle est bien la musique, mais vraiment, quand il commence à se chauffer et tout pour attaquer, je fais ah, franchement, là je suis dedans. Voilà, il y avait un truc, il y avait quelque chose d'héroïque, d'épique, tu vois, qui commençait à s'installer en étant un peu dramatique. Je crois que le compositeur, il s'est lavé les oreilles. Ouais, enfin, le placement des musiques, là, pour le coup, ouais. Ça fait plaisir, d'autant qu'on était quand même dans un moment de tension, de révélation, dans l'interrogation. Que va faire Yunkel, que va faire Dai? Est-ce qu'ils vont se foutre sur la gueule, pas foutre sur la gueule? Voilà, donc ça devait être souligné par quelque chose de fort, et la musique a permis d'être un peu plus... que ce soit un peu plus immersif, donc c'est bien, ça fait plaisir. Bon, toute la bande-son n'est pas comme ça, mais on a déjà 2 thèmes, c'est les mêmes que ceux que tu as soulignés, qui m'ont titillé l'oreille, donc ça fait plaisir. Il vaut mieux que ça titille l'oreille que... Qu'autre chose. C'est dans le domaine du privé. Ouais. D'ailleurs, recadre-toi un peu sur ta gauche. Par là. Ouais. Alors, on va parler animation, vu qu'on a parlé de la bande-son et qu'il n'y avait rien à dire niveau CU, à part si tu as envie de dire un truc en particulier. Bon, non, les CU sont toujours fidèles à eux-mêmes. C'est les mêmes. Très bons. Animation, du coup, on va parler un peu de cette animation qui était avec des points majeurs, hein, quand même, il y avait des highlights, comme on appelle ça. J'ai bien aimé aussi, j'en avais pas parlé lors de sa première apparition, l'effet qui est mis en fait sur Flézard, sur sa partie feu. Tu vois, il y a une partie, tu vois, on sent que ça bouge à l'intérieur. Je sais pas comment ils font cet effet, mais je le trouve vraiment très cool. Et en plus de ça, ils mettent, un effet de chaleur rendu par un flou qui apparaît, qui disparaît. Et je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est bien fait, parce que ça doit être chiant à animer, hein, d'animer que la moitié d'un perso. Quand il est fixe, ça va, mais quand il va être animé, ça va être un peu casse-couille lors des phases de combat de s'emmerder avec ça. Donc ouais, faut souligner le cassage de tête, hein, sur ce genre de choses-là. Il y avait d'autres choses qui étaient d'ailleurs très très bonnes. Le Bloody de Yunkel au début d'épisode. Le Bloody Scrape de Naoto Shishida, là. Il était bien. Il était bien. D'ailleurs, 25 noms crédités sur cet épisode, donc beaucoup de noms
assez connus comme Naoto Shishida qui a signé plusieurs scènes majeures dans cet épisode. Tu as dit le Bloody Scred. Il y a effectivement ce passage de combat entre Dai et Hyunkel qui est à moitié en CGI et à moitié en Shida. Il y a Takumi Yamamoto aussi qui a bossé sur cet épisode, qui a fait quelques scènes. Et on avait en superviseur en chef Hisashi Kagawa, qui est sur Twitter et qu'on avait vu déjà sur l'épisode 11 avec son beau trait. Nous, signé du Hyunkel, il revient pour appliquer son trait. Donc superviseur en chef de l'animation, c'est-à-dire que c'est lui qui fait les corrections des corrections. C'est lui qui se charge véritablement du rôle qu'avait la chara designer en début de série. Ensuite, sur l'action, c'est toujours Shuichiro Manabe qui gère. Et directeur de l'animation, Isamu Takara, le même directeur de l'animation que sur l'épisode 2. Un épisode qu'on avait déjà trouvé très beau à l'époque et qui était vraiment dans le top tier des épisodes animés peut-être de ce début de série. Réalisation, Yuta Tanaka, et storyboard, on avait ni plus ni moins que Kazuya Karasawa, le réalisateur de la série en fait pour le storyboard. Et ça fait plaisir. Ça s'est vu sur certaines façons de construire l'épisode, j'ai trouvé. Il y avait une certaine dynamique malgré des moments où il n'y a pas 100% d'action. Hein. C'est un épisode qui est à moitié dans l'action et à moitié dans l'expectative, dans la psychologie un petit peu. Donc faire en sorte que tout ça soit vivant, tu vois, que ce soit quelque chose qui te prenne au trip malgré tout. Il fallait qu'il y ait un lien efficace et j'ai trouvé que c'était bien amené. Ça m'a pris du point A au point B et ça m'a pas lâché. Voilà. J'ai trouvé que c'était bien construit, les raccords étaient bien pensés sur l'épisode de manière générale. En termes de réalisation, je suis plutôt d'accord. Après, en termes d'animation, évidemment, j'ai été un peu perdu par certains plans. C'est-à-dire qu'on sent, et c'est un truc qu'on avait un peu reproché à l'épisode précédent, c'est que à partir du moment où ils considèrent que c'est pas important, que c'est pas des scènes d'action, ils vont pas mettre véritablement un gros investissement sur ces scènes. Et tu le vois sur certains plans, quand Mam elle ramène le coquillage ou tous ces trucs-là, ils s'en battent les couilles, l'animation elle est quelconque, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est sûr que tu prends ce plan-là et tu prends le Advanced Trash, le Leiden Trash en comparaison, c'est deux écoles. Ah ouais, c'est le jour et la nuit. Par contre, d'ailleurs, j'ai pas aimé le CGI. Hein. Ah ouais, le CGI, il était un peu brutal. Moi, je savais pas me prononcer. C'est-à-dire il est extrêmement voyant. Ouais, c'est ça. Je sais pas dire si c'est bien ou pas. Disons que si on cherche un épisode homogène où on remarque pas le CGI, c'est sûr c'est totalement raté. Après, en termes d'animation CGI en tant que tel, c'est-à-dire véritablement comment ça bouge et l'impact et la puissance que ça a, même par rapport à la musique à ce moment-là, d'accord, ça fait son effet. Mais voilà, ça dépend ce que tu recherches en fait, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Disons que ils essayent de faire en sorte que ce soit discret. Mais c'est aussi discret qu'un éléphant, quoi. Ouais, là pour le coup, sur cette scène-là, on est bon. Après, c'est aussi une économie de temps, hein, parce que on sait que c'est utilisé pour faire des FX, donc tout ce qui est effets spéciaux. Donc tout ce qui est flamme, jeu de lumière, tout ce qui est arrière-plan, etc. Tu te casses un petit peu moins la tête parce que t'as des animations qui sont parfois pré-créées, ils ont plus qu'à les combiner. Et du coup, les effets visuels sont beaucoup plus rapides à faire et à amener avec de l'ordi. Donc tu sais que ça nécessite moins d'efforts. Il y a moins besoin d'avoir autant de personnes derrière ça. T'as un expert en CGI ou deux et voilà, tout est bon. Mais derrière, t'économises du personnel parce que tu veux te faire de la CGI, mais d'un autre côté, t'en as 25 qui t'ont encore crédité. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu contradictoire, je trouve. Ouais, c'est particulier. D'ailleurs, ils ont économisé aussi un peu de temps, mais j'ai trouvé ça bien fait. Tu parlais tout à l'heure de la réalisation, notamment du storyboard de Karasawa, qui, pour moi, a bien joué le coup sur ça. C'est-à-dire que on a la réutilisation de l'animation du Laiden de l'épisode précédent de Hisashi Saito en début d'épisode. Et il n'y a pas de coupure en fait, puisqu'on a Pop qui intervient et qui commence à parler, comme ça, il se fout un peu de la gueule de Hyunkel et il se mange une mandale. Et il n'y a pas de coupure en fait, c'est pas brusque, c'est directement dans la continuité. Et je me suis dit, ah tiens, c'est intelligent. J'ai cru qu'on allait se taper un résumé, tu vois, mais en fait, non, j'ai trouvé ça intelligent. Changement du coup, l'impact du pain que met Hyunkel à Pop est moins violent et moins sanglant que dans le manga où Pop vole dans les airs et saigne du nez. Puis le début, lorsque Dai se mange le Bloody Scred et expédié, la chute de Dai dure beaucoup plus longtemps dans le manga. C'est le moment où il se rend bien compte qu'il ne gagnera pas, que ce soit avec l'épée ou avec la magie. La scène est sanglante, mais bizarrement, son sang disparaît peu après. Une scène coupée, celle où Mam arrive à la sortie et passe par celle-ci. On ne la voit pas dans l'animé,
où elle se contente de dire « Ah oui, effectivement, c'est la sortie », elle parle à Gomechan, comme si Gomechan elle pouvait communiquer avec, quoi. Et on repasse sur Dai et Pop, alors que dans le manga, on la voit découvrir le combat en contrebas, ce qui explique donc qu'elle cerne un peu mieux la situation et arrive vers Hyunkel pour l'interrompre, au moment où il allait achever Dai. Autre différence, dans le manga, Mam interrompt Hyunkel, puis se tourne vers Dai avec un regard effrayé, et elle dit « Hyunkel, mais qu'as-tu donc fait ?» Dans l'animé, elle semble totalement ignorer Dai et Pop pour se concentrer sur le fait que Hyunkel est dans l'erreur. Elle sent car le popotin de Dai et de Pop dans cet épisode, j'ai pas compris. Ensuite, dans le manga, Pop est loin de Dai. Il rampe jusqu'à lui pour constater qu'il n'est pas mort. Dans l'animé, ça dure 2 secondes. Il est à côté de lui et constate direct qu'il n'est pas mort, après lui avoir dit « Mais non, ça ne se peut pas, il ne peut pas !» Autre chose, dans le manga, une mare de sang se trouve sous le corps de Dai. Et Pop saigne encore. Et on voit Gomechan se réjouir quand Dai n'est pas mort. Là, Gomechan a totalement disparu. Dans le manga, le chapitre se termine avec Dai qui se relève rapidement. Ce n'est que dans le chapitre suivant qu'on a le flashback avec l'explication de Bartos. Ici, ça se passe avant que Dai ne se relève, ce qui en soi est plutôt cohérent. Ensuite, une fois Dai relevé, bien qu'il soit inconscient, il répète en boucle « épée et magie, épée et magie », mais pas dans le manga, où il le dit qu'une seule fois, au moment de trancher l'armure de Hyunkel. Ensuite, on ne s'attarde pas assez sur la surprise de Hyunkel qui vient de voir Dai manier l'épée couplée à la magie. Il dit bien dans l'animé que seule une entité au-dessus de l'humain pourrait réussir à faire ça, mais dans le manga, on semble beaucoup plus s'attarder sur cette maîtrise incroyable. Dans le manga, au moment où Dai va invoquer l'éclair, il repense à son entraînement avec Pop. Signe qu'il semble quand même se souvenir. Alors, est-ce que c'est cohérent avec la suite ? Au moment d'achever Hyunkel, Dai arbore également un visage un peu plus énervé dans le manga. Il veut vraiment le tuer. Dans l'épisode, Dai reprend conscience sans raison, après que le ciel se soit légèrement éclairci. Dans le manga, ce n'est pas le cas. C'est d'abord parce que Hyunkel, puis Pop, prononcent le nom de Mam, que Dai marque un temps d'arrêt, et, se souvenant de Mam, il reprend alors conscience. Bizarrerie dans l'épisode, Mam utilise le Bohemi sur Hyunkel et le soigne avant qu'il ne se relève. Pop s'en plaint même, et on n'a pas ça dans le manga, puisque Flézard arrive immédiatement. Dans le manga, quand Flézard rallume le volcan, dont j'avais parlé précédemment, vous voyez que c'est important, on voit Badak qui ressent les secousses, également de son côté. Dans l'animé, non, Badak n'existe même pas, on ne sait même pas qui c'est ce personnage. Ensuite, après la disparition de Hyunkel, une narration concluait magnifiquement la scène, sur une double page fantastique. Ici, pas de narration, on passe directement à la réunion des légats. D'ailleurs, sur l'annonce de Flézard, on nous a coupé la réaction de Mistvern. Bien qu'il ne parlait pas, c'était toujours intéressant de voir qu'il réagissait sans réagir, justement. Et le doigt d'honneur de Flézard est également coupé. Et ce chapitre concluait le tome 5. Et du coup, conclusion de cet épisode, qu'est-ce que t'as pensé globalement de cet épisode 13 ? Bah écoute, je me suis retrouvé dans ce que j'avais dit. Je t'avais dit quoi pour rigoler la fin dernière ? De toute façon, prochain épisode, dans 2 épisodes, on me dit « Oh, je suis un gentil !» Je suis plus un méchant. Oui, bien sûr. Bon, bah là, effectivement, après c'était bien amené. Effectivement, le fait que son père lui ait laissé ses dernières volontés quelque part pour protéger son enfant qui pourrait justement être perdu face à son départ. Les paroles étaient belles. Après, bon, c'est super bien amené. J'ai trouvé malgré tout, je sais pas si t'as ce ressenti-là, mais que ça arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que... Comment je peux te dire ça ? C'est-à-dire, le mec, il a été pendant des années sans cette réponse. Et là, bon, comme par hasard, Mam, elle tombe sur le truc et elle arrive à lui donner au bon moment. C'est juste ce côté, bon, comme par hasard. Après, c'est tout. L'histoire, elle est ainsi faite. Le message est très beau. Du coup, la transformation interne qui se fait au sein de Hyunkel, malgré le fait qu'il puisse pas virer du blanc au noir comme ça en 2 secondes. Tu sens qu'il a encore besoin d'évacuer un peu cette haine, d'essayer de comprendre, d'où le combat qui est mené entre les deux. Et sa défaite, la détermination des élèves d'Havan, plus le message, en fait, tout ça, ça résonne en lui en mode mais faut que j'arrête mes conneries, quoi. Et jusqu'à aller à ce sacrifice, j'y crois pas. Je te dis, il va revenir, il peut pas arrêter là, il est obligé de foutre au moins une tarte à Adlar avec Dai, c'est obligé de se venger de son père. Il peut pas être mort. C'est pas possible qu'à l'épisode 13, un personnage aussi important n'est là que pour casser la tête et envoyer des guns sur un caillasse à l'autre bout. Juste, il les a sauvés. S'il n'avait pas cassé la tête, ils en seraient pas là. Donc, à un moment donné, tu te dis, il sert qu'à ça, Hyunkel. Juste à faire un mea culpa de 10 secondes. Non, c'est pas possible. Il est obligé que ce soit beaucoup plus profond. Il faut que son changement d'état, son revirement de situation, le fait qu'il ait été un élève d'Havan,
vienne enrichir l'histoire et qu'à la fin, il y ait une certaine vengeance où il a trouvé la vérité et il s'en est servi pour s'apaiser lui-même et apaiser aussi son père. Et avec, tu vois, à un moment donné, un flashback genre, bah papa, merci pour ton dernier message, j'ai compris, machin. Il faut qu'il y ait une rédemption qui aille jusqu'au bout. Bah, là, parce qu'il a voulu sauver 3 gars en étant Terminator dans la lave et balançant une caillasse. C'est trop... Pour un perso aussi important, c'est bien trop short, je trouve. Mais c'est mon avis. Après, peut-être que je me trompe et auquel cas, je ferai mon mea culpa, mais c'est pas possible. Je trouve ça très peu probable. Mais à coup de pas. Et puis bon, bah à la fin, Flézard, SFDP, là, qui fait ah, allez, je vais y niquer princesse, moi. Ouais. Bah moi dans l'ensemble l'épisode le début il m'a pas convaincu franchement jusqu'à ce que je vois Shida là je me suis dit ah tiens il se passe un truc et puis après ça s'est un peu calmé, ça s'est recalmé, on a eu le truc du coquillage, on a eu une animation moins bien et puis je trouve globalement aussi je l'ai dit toute la relation entre Mam et Hyunkel totalement foirée dans cette série. Oh bah je vois pas de relationnel. Bah il n'y a pas de relationnel, elle vient avec un coquillage, après elle lui met sa tête sur ses genoux et tout. Je me mets à chaque fois, tu vois, je me mets pas en tant que viewer ayant lu le manga et ayant revu la série de 91 là il y a quelques mois. Hein. Donc elle est très fraîche la série de 91 dans ma tête. Hein. Et donc je sais je sais ses qualités, ses défauts. Je me mets à la place véritablement de... comme si je découvre là avec le truc et je me dis mais c'est trop rapide. Et du coup dans cette position là, j'accepte pas la relation qu'il y a entre Hyunkel et les autres. Parce que la relation avec Mam, pour moi, elle est inexistante. Et là, ça vient comme un cheveu sur la soupe où elle est là à pleurer et tout, il meurt et tout. Et le gars, il change, oh, c'est une déesse, etc. J'accepte pas. Je trouve ça totalement foiré. Malgré tout, l'épisode est sympa. L'épisode est agréable à regarder. Il est divertissant. Il y a une bonne ambiance. Il y a de belles idées. Il y a de bonnes intentions. Mais disons que la construction avec les épisodes précédents, faut vraiment pas être difficile pour se dire ouais franchement Hyunkel, Mam et les autres grosses relations je suis à fond etc. Ça respecte totalement le manga, je trouve pas. Je suis dans le néant frère en termes de relations. Hein. Quand il a dit taille pop et Mam bah, pour moi ils étaient au même rang. Même rang de développement de relationnel débutants et qui ont permis une prise de conscience. Mais j'ai pas senti, c'est pas parce qu'il a fait genre il a fini par Mam, c'est pas parce qu'il a fini par Mam qu'elle a qu'elle a une place particulière. Ouais. Et elle l'a dérouté. Tu vois. Par rapport à ce qu'on a vu, c'est compliqué. En un épisode, c'est pas parce que la veille tu lui mets une claque et le même jour dans l'histoire, tu lui mets une claque et après elle te ramène un coquillage que ça y est, tu vois. C'est pas assez tiré, il n'y a pas assez d'épisodes, du coup il peut pas y avoir assez de relations entre les personnages. Épisode sympa du coup au demeurant, mais qui ne restera pas je pense dans les annales, je pense pas que dans 25 ans on s'en souvienne comme un gros épisode. Il restera pas dans le mien. Ouais. Peut-être que ça finira dans celui de Mam avec Hyunkel, mais pas dans lui. Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode, c'était déjà mieux que la semaine dernière. Oui. On verra du coup la semaine prochaine, on attend. J'ai hâte que ça... J'ai hâte que ça soit parfait. Parce que c'est vrai que c'est trop imparfait pour l'instant. Et c'est vrai qu'on a attendu 25 ans pour ça. Il y a quand même quelques critiques. Hein. J'ai lu ici et là sur la toile. Sur l'adaptation. Parce que moi, des vidéos YouTube, je regardais, j'avais tapé Dragon Quest. Moi, je ne vois que des commentaires en mode ouais, vous êtes trop difficile. Je pense pas qu'on soit trop difficile. Je pense qu'on est. Moi, je suis pas quelqu'un de pessimiste ou d'optimiste. Je suis quelqu'un qui essaie d'être réaliste. Donc, j'analyse des faits. Et sur cette chaîne, on essaie, comme sur DB Times d'ailleurs, on essaie de prendre les trucs tels qu'ils ont été faits. Et vous avez vu qu'il y a une grosse part de la technique. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas de la technique parce qu'ils s'y intéressent pas, hein, tout simplement. Nous, on s'intéresse beaucoup à ça, comment ça a été fait. Et aussi, par rapport à l'attente des fans, c'est vrai qu'on parlait de ça 20 ans, 25 ans d'attente et tout ça pour avoir cette suite qui comblera les fans. Pour moi, écoute, t'as attendu tout ce temps pour ça. La série de 91, on va faire comme si elle n'existait pas parce que finalement, ça s'est arrêté à l'épisode 46, on n'a jamais eu la fin. Et écoute, la nouvelle adaptation se doit d'être le plus parfait possible. Si elle veut reprendre toute l'histoire du manga, c'est la série qui, in fine, dans 20 ans, aura adapté tout le manga Dragon Quest Dai no Daiboken. Elle se doit d'être top. Je suis désolé, elle se doit pas de rusher l'histoire. Voilà, c'est mon avis.
Je peux malheureusement pas te contredire là-dessus, aux grandes dames de ceux qui ne penseraient pas la même chose. Voilà, tu décides de faire une adaptation, on n'a rien demandé à personne. Ça, faut pas oublier, hein, chacun d'entre nous et d'entre vous n'a pas demandé une adaptation. Donc à partir du moment où tu fais le choix de dire j'adapte, ok, moi je suis open, juste fais pas de la merde, quoi. Voilà, c'est tout. Adapte. Adapte. Cet animé, pour le moment, je suis mitigé. C'est-à-dire que tout le début était vraiment cool, mais il nous manquait l'ambiance. Maintenant, ça commence à avoir un peu d'ambiance, mais on commence à manquer un peu de qualité au fur et à mesure que les épisodes avancent. Et quand je parle de qualité, bon, là, on a vu quelques trous d'animation. On va dire que ça me gêne pas trop, puisqu'on a quand même des fulgurances d'animation. Mais ça manque de qualité aussi de récit. En fait, le manga est tellement bien, la série de 91 a tellement bien adapté aussi ça. Pour moi, faire durer un animé, rajouter un peu de temps dans les répliques et ne pas vouloir rusher toutes ces pages, c'est aussi insérer une ambiance. Voilà, l'épisode était bien mieux que celui de la semaine dernière, je trouve. N'allez pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Je l'ai trouvé cool. Maintenant, c'est vrai que si on prend sur l'ensemble, pour l'instant, je suis pas sûr que dans 20 ans, je me dise, oh, putain, c'était la série de ouf. Voilà. Ouais, c'est ça que... C'est ça que je redoute, en fait. J'espère que voilà, on aura une bonne impression in fine, mais pour ça, il faut vous abonner et que l'on puisse tracer, du coup, semaine après semaine, l'histoire de Dai, la quête de Dai, et qu'on puisse, à un moment donné, poser le jugement final en mode, alors, qu'est-ce qu'on pense de cette adaptation ? Le jugement final. C'est ça. Terminator 2, The Judgment Day, du coup, ça. un petit clin d'œil, voilà. Si t'as la ref. Dites-nous quelle scène vous avez préférée dans cet épisode, parce qu'il y avait pas mal quand même de scènes clés. Et à très vite sur la chaîne 2. De Léo et Max, c'est Terminator. Bah ouais, les Terminator aussi. Je sais pas si on en parlera un jour, mais ça fait plaisir.